On va reprendre à l'instant et je vous demanderai, donc si vous voulez bien reprendre vos places encore une fois, je vais maintenant vous demander d'accueillir avec moi très chaleureusement Madame Louise Lortie, qui est présidente de la commission scolaire de Laval et membre du comité organisateur du congrès, qui va venir vous présenter notre conférencier de fermeture, un homme dont je n'ai entendu que des belles, incroyables et tout autre superlatif confondus choses depuis que j'en ai entendu parler. Donc, je vous invite à accueillir dès à présent Madame Louise Lortie. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. J'espère sincèrement que ce 47e congrès de la Fédération des commissions scolaires du Québec, élus scolaires outillés pour l'avenir, aura atteint son objectif et vous aura effectivement permis d'identifier des outils pour favoriser la créativité et l'innovation dans la gouvernance scolaire. Des conférenciers de haut niveau ont partagé avec nous leur vision, leur expérience et leur savoir afin de nous outiller pour faire face aux défis que représente la prochaine élection scolaire du 2 novembre 2014. Je les remercie d'ailleurs. De plus, les ateliers nous auront permis d'échanger et d'identifier des pratiques novatrices. Je vous remercie pour votre présence et votre participation active à ce congrès qui nous réunit tous autour du même objectif. Évidemment, vous l'aurez deviné, la réussite des élèves, le cœur et la raison d'être de notre engagement à tous, évidemment. Avant de vous présenter le dernier conférencier de la journée, permettez-moi de remercier les membres qui ont organisé ce congrès. M. Guillemont Pelletier, président, Mme Josée Bouchard, notre présidente de la Fédération, Mme Pancrette Gagnon, directrice générale, M. Pierre Damour, directeur du développement organisationnel et stratégique, M. Denis Pouliot, directeur des communications et des affaires publiques, Mme Annie Jonf, Marie Blouin, Mélanie Fortier, conseillère à la Fédération, ainsi que Paul Lebel, technicienne. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais ces personnes ont travaillé très fort. J'aimerais qu'on les applaudisse. Évidemment, je remercie aussi les partenaires principaux de cette journée, le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport, la Capitale Assurance et Services financiers, Morancy Société d'avocats, la Fondation Lucie et André Chagnon, la Société Grix, l'Anglois Cronstrom Desjardins, Enon Blakey, la SOFAD, l'Université Laval, SSQ, Groupe financier et le Centre collégial des services regroupés. On m'a dit d'aller vite, c'est bon, hein? Alors, il me fait maintenant plaisir de vous présenter la conférence de clôture, le « Je » ou le « Nous » du Dr Serge Marquis. Dr Marquis a complété ses études de médecine en 1977. Dès l'année suivante, il s'intéresse à la médecine du travail et complète d'ailleurs une maîtrise en médecine du travail. Il est depuis 1982 spécialiste en santé communautaire. La conférence du Dr Marquis porte sur le plaisir de l'engagement. Ça va faire du bien. La plupart des gens croient qu'une partie du plaisir vient avant l'engagement, alors que c'est l'engagement qui le procure. Dans une société individualisée comme la nôtre, le « nous » prend tout son sens. Lorsqu'il apparaît, il transforme nos vies. C'est le « nous » qui pousse à la poursuite de notre engagement et à retrouver la motivation nécessaire dans une cause comme celle de l'éducation publique. J'invite donc le Dr Marquis à prendre la parole pour nous. Je ne peux pas m'empêcher de le dire à chaque fois, c'est toujours la même chose. Quand j'entends des applaudissements au début d'une conférence, je me dis, j'espère que c'est destiné à la personne qui m'a présenté, parce que moi, je n'ai rien dit encore. Charles Taylor, ce grand philosophe montréalais, a écrit un jour que le plus grand et le plus grave problème de la modernité, c'était le narcissisme et la montée du narcissisme. Je vais vous illustrer ce que ça veut dire et comment ce narcissisme qui monte sans arrêt nous prive du plaisir de l'engagement. Il y a plusieurs années, je suis allé donner un coup de main à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal, l'équipe qui travaille en hémato-oncologie, l'équipe qui s'occupe donc des enfants atteints de cancer. Il y a une jeune infirmière d'à peu près 21-22 ans qui me dit ceci. Pardonnez-moi, là, ça va être vulgaire, mais
Vous allez comprendre pourquoi j'ai enregistré ces mots. Elle a dit, « Moi, tabarnak, je suis pas Mère Teresa. S'il faut que je travaille 10 minutes de plus, ils vont me payer. » Puis là, il y a toute une série de mots tirés du vocabulaire liturgique qui se sont succédés. J'ai dit, tiens, elle a peut-être compris comment mettre des limites, mais elle n'a peut-être pas vu encore ou intégré encore le lien très puissant qui existe entre le plaisir et l'engagement. Parce que je ne sentais pas chez elle de plaisir associé à ce qu'elle faisait. Pas du tout. Alors que je suis allé travailler quelque temps en Haïti, il y a quelques années, et je suis allé visiter un centre qui a été mis sur pied par Mère Teresa. Un centre qui était destiné uniquement aux enfants de 0 à 3 ans atteints de sida. Donc, un mouroir pour enfants. J'arrive devant le centre qui ressemblait à une école, en fait. Et puis, dehors, à l'extérieur, sur des pierres, sur du sable, sur un peu d'herbe, il y avait des femmes assises avec des enfants dans les bras. Alors, je demande à la personne qui me guidait, que font-elles ici? Et la personne qui me guidait me dit, elles attendent qu'une couchette se libère à l'intérieur du centre pour pouvoir y déposer leur enfant. Il y avait seulement 40 couchettes dans ce centre. J'étais déjà très bouleversé. J'entre dans le centre et là, ce qui m'a bouleversé davantage, c'est de voir le plaisir qu'il y avait chez chaque personne qui y travaillait. Un sourire fendu jusqu'aux oreilles, un enthousiasme, une énergie incroyable. Pourtant, dans un endroit où il était, à mes yeux, à moi, extrêmement difficile de travailler, un mouroir pour enfants. J'y rencontre une Québécoise, une femme qui y travaillait, et il y avait beaucoup de bénévoles qui travaillaient là-bas. Alors, quand on est Québécois, qu'on se rencontre dans un pays étranger, on lit des liens très rapidement. Alors, je lui demande, « Madame, dites-moi, que venez-vous chercher ici? » Alors, elle me dit, « Suivez-moi. » Alors, je la suis dans les allées. On arrive au-dessus d'une couchette où il y avait un bébé couvert du sarcome de Kaposi. Ça, c'est la tumeur qu'on retrouve chez les personnes atteintes de sida en phase terminale. C'est vraiment pas très joli. Et là, elle me dit, « Regarde ce que je viens chercher ici. » Elle se penche sur le ventre de l'enfant. Elle lui flatte la bedaine comme ça. Et là, immédiatement, l'enfant ouvre les yeux et fait un immense sourire. Je dis, tiens, on est dans le nous. Et elle a un immense plaisir à faire ce qu'elle fait, parce qu'elle a trouvé un sens à son travail. Je vous raconte ça parce qu'à notre époque, on a confondu deux choses. On a confondu individualisation et individuation. Ce n'est pas du tout la même chose. Individualisation, c'est le renforcement du moi, du je. Et cette individualisation nous éloigne de ce que nous sommes profondément. Alors que l'individuation, c'est le développement du potentiel, des capacités, des ressources. Et ce développement-là ne peut se faire que dans le rapport à l'autre. Charles Taylor nous dit aussi il nous donne une merveilleuse définition de l'identité humaine. Il dit, l'identité est ce lieu où nous logeons à l'intérieur de nous devant une question qui compte à nos yeux. Je répète, ce lieu où nous logeons à l'intérieur de nous devant une question qui compte à nos yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a quelques années, un samedi matin, j'étais en train de lire le journal La Presse. J'adore lire la presse le samedi matin, tranquille, un bon café, etc. Et notre fille, qui à l'époque avait 14 ans, s'approche de moi. Elle me dit, « Serge, j'aurais une question à te poser. » Instantanément, il y a une crampe qui est apparue à l'intérieur de moi. Et il y a des mots qui ont surgi dans ma tête, du genre, « Elle voit pas que je suis occupé? C'est pas difficile de voir ça, me semble. » Et là, tout à coup, il y a eu autre chose. Il y a eu cette phrase qui a dit, « Serge, applique ce dont tu parles. » Et il y a deux mots qui nourrissent ma vie depuis quelques années. Ce sont les mots suivants, « présence attentive ». Et je vous dis tout de suite qu'à mes yeux, la forme la plus élevée d'engagement qu'un être humain puisse offrir à un autre humain, c'est la qualité de sa présence. Par conséquent, ce matin-là, j'ai dit, « OK, Serge, applique ce dont tu parles. Présence attentive. » Je me suis retourné vers elle, j'ai dit, « Ma chouette, qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Elle me dit, « Hier à l'école, il y a un de mes copains qui s'est suicidé. » Alors là, je découvrais tout à coup qu'elle cherchait un lieu à l'intérieur d'elle où loger,
devant une question qui comptait à ses yeux. Elle était perdue et elle avait besoin d'entrer dans un espace de dialogue. Elle avait besoin d'entrer dans le « nous » pour pouvoir découvrir ce lieu où loger à l'intérieur d'elle. C'est comme ça toute notre vie. Nous ne pouvons devenir que nous-mêmes à travers les espaces de dialogue. Je pense souvent à un héros que j'avais quand j'étais enfant, Tarzan. Et je me disais, Tarzan ne pouvait pas devenir un être humain avant de rencontrer d'autres êtres humains. Il ne pouvait avoir qu'un langage de singe, des comportements de singe s'il n'était resté en contact qu'avec des singes. Il ne pouvait devenir humain que dans un espace de dialogue, dans le « nous ». Et j'ai vu ça à un autre endroit aussi, magnifique. J'ai eu la chance, quand j'ai fini mon cours de médecine, d'accompagner des femmes qui accouchaient à la maison, dans la région de Lotbinière. Elles accouchaient à la maison parce qu'à l'époque, même si ça ne fait pas si longtemps que ça, en plein hiver, quand on appelait ça les routes des rangs glaçaient, on n'avait pas le temps de se rendre à l'hôpital quand une femme entrait en travail, bien souvent. Alors, j'ai eu la chance d'accompagner des femmes qui accouchaient, mais j'ai surtout eu la chance de le faire avec une sage-femme qui avait travaillé en Afrique, qui avait travaillé dans le Grand Nord, etc. En fait, j'étais très incompétent par rapport à elle. Et un jour, on entre dans une maison, une femme est en plein travail, les contractions régulières, etc., sauf que le bébé ne sort pas. Et là, la sage-femme s'approche de cette femme, la prend par les deux bras comme ça et lui dit « Pourquoi ne veux-tu pas accoucher? » Là, j'ai vu une chose qui a complètement transformé ma vie. La femme qui était en plein travail a éclaté en sanglots et a dit « Je ne serai jamais capable d'être la mère de cet enfant-là. » Et la sage-femme l'a prise par les bras et là, elle lui a offert sa présence dans un espace de dialogue. J'ai vu le « nous » apparaître et après quelques minutes, j'ai vu la confiance, les capacités qu'avait la personne, la femme, j'ai vu la confiance apparaître en elle à travers l'échange qu'elle avait avec la sage-femme. Et à partir du moment où elle était remplie de la confiance en elle, elle a dit « Je suis capable d'être la mère de cet enfant-là. » Et dans les secondes qui ont suivi, poum, le bébé est sorti. Je me suis dit, ça, c'est l'espace du « nous ». C'est l'espace du dialogue où on rencontre le plaisir réellement dans l'engagement. Et vous savez, quand on essaie de répondre à la question « Qui sommes-nous vraiment? » parce qu'on a essayé beaucoup de renforcer le moi, le je dans cette société. J'ai dit tout à l'heure que ça nous isolait de notre véritable nature. Quand on essaie de répondre à la question « Qui sommes-nous vraiment? » on ne peut arriver qu'à constater que nous sommes des êtres de relation, des êtres d'interconnexion, des êtres d'interdépendance. Et nous ne sommes pas les seuls à être comme ça dans la nature. Il y a plein d'espèces animales qui sont comme ça. Je m'entraîne physiquement 3 fois par semaine depuis 15 ans. Quand j'entends quelqu'un me dire qu'il va s'entraîner puis qu'il trippe, ça me jette par terre. Ça m'est jamais arrivé, jamais. Il faut toujours que je me donne un petit coup de pied dans le derrière à chaque fois. Mais à chaque fois que je le fais, j'éprouve un grand plaisir, un grand bien-être après quelques minutes. Bon, je n'habite pas près d'un endroit où facile d'accès pour aller m'entraîner dans un gymnase ou un centre d'entraînement. Alors, je me suis acheté une bicyclette qui va nulle part. J'ai mis ça dans mon sous-sol. Mais pédaler sur une bicyclette qui va nulle part, c'est ennuyant, c'est plate. Alors, je me suis acheté une petite télévision et pendant que je pédale, je regarde des films sur la nature. Je regarde des films du National Geographic, Time Life, etc. Un jour, j'ai vu un film qui m'a complètement bouleversé. Ça s'appelle, enfin, je l'ai intitulé comme ça, « La crevette aveugle et le poisson itinérant ». En fait, on voit une crevette qui est aveugle, mais là, de très grandes antennes. Et sa vie consiste à creuser des tunnels dans du corail. Mais comme elle ne voit pas, elle tourne en rond. Et c'est comme si finalement elle revenait constamment sur elle-même. Je me dis ça me fait un petit peu penser à nous autres de temps en temps. Hein? On creuse comme ça, on s'active beaucoup pour revenir parfois sur nous-mêmes. Mais ce qui est fameux dans ce film-là, c'est qu'on nous présente un poisson qui, lui, a des yeux absolument excellents, mais qui est très fragile, très vulnérable. Alors, il a besoin d'un abri. Alors, il entre dans le corail et dépose tout à coup sa bedaine sur les antennes de la crevette.
Et c'est lui qui dirige la crevette, ce qui lui permet de ne pas revenir sur elle-même, ce qui lui permet d'aller dans une direction où ça va quelque part. Mais arrive un moment où tous les deux sortent du corail. Et là, pour la première fois, c'est ce qu'on nous dit, de sa vie, cette crevette se trouve dans la mer. Il n'y a plus d'enclos, il n'y a plus de lieux fermés. C'est fascinant de voir ces images. C'est comme si tout à coup, pardonnez l'expression encore, elle se mettait à triper. C'est-à-dire qu'elle se met à nager dans toutes les directions. Et tout à coup, elle se rend compte qu'elle est nulle part, au sens où elle est dans la mer, fragile, vulnérable, mais elle n'a plus d'abri. Et là, il y a même une anémone qui essaie de l'attraper, là. Et là, on la voit trembler. On voit qu'elle a peur. Et tout à coup, on voit le poisson qui était resté à la sortie du corail, qui part, qui dépose sa bedaine sur les antennes et qui la ramène dans le corail, à l'abri. Ça, c'est l'interconnexion. Des fois, je me dis, pour qui nous prenons-nous? Quand on observe des choses comme ça, on découvre notre véritable nature. Parce qu'à la question « Que sommes-nous vraiment ?» je me permets de répondre ceci. J'emprunte la réponse à une femme qui s'appelle Marie de Hennezel, qui disait un jour, cette femme a travaillé dans les unités de soins palliatifs en France, et elle a dit un jour, « Il faut découvrir en nous ce qui ne vieillit jamais. Il faut découvrir en nous ce qui ne vieillit jamais. » Et moi, je me suis dit en entendant ça, voilà ce que nous sommes vraiment. Parce que qu'est-ce qui en nous ne vieillit jamais? Eh bien, c'est la capacité d'être présent. C'est la capacité d'aimer. C'est la capacité de s'émerveiller. C'est la capacité de créer. C'est la capacité de savourer. Et c'est la capacité d'être relié. Ça ne vieillit jamais. D'ailleurs, j'ai vu ça, j'ai eu le privilège de voir ça il y a 2 ans. J'ai perdu ma belle-mère. Je l'ai accompagnée pendant 12 jours aux soins palliatifs, 12 heures par jour. Toute la famille était là, ma conjointe, mon beau-père, mon beau-frère, ma belle-sœur. Alors, 2 jours avant qu'elle meure, 48 heures avant qu'elle meure, ma conjointe et moi, nous sommes les premiers arrivés. Habituellement, c'est toujours mon beau-père qui arrive le premier, mais ce matin-là, il était trop fatigué et passé tout droit. Alors, nous sommes tous les deux tout seuls avec ma belle-mère et elle est en train de manger. C'est 2 jours avant son décès. Et là, je me rends compte que sa capacité de savourer est là complètement. Elle est en train de manger, puis elle est capable de dire « ça, c'est pas vraiment à mon goût ». Et tout à coup, mon beau-père arrive, tout énervé, il se sent très coupable d'être arrivé en retard. Il entre dans la chambre. Et là, j'ai vu une scène absolument merveilleuse. J'ai vu le visage de ma belle-mère se remplir de lumière. J'ai vu ses bras s'ouvrir. Et je l'ai vue comme si elle était un enfant devant le Père Noël. Et là, j'ai dit, tiens, ça ne meurt jamais. La capacité d'être présente, la capacité d'être là, la capacité de s'émerveiller, la capacité d'être relié, 2 jours avant son décès. La place que prend le narcissisme présentement dans cette société, le moi, nous prive d'être en contact avec notre véritable nature. Et c'est dans notre véritable nature que réside le plaisir. Et c'est dans notre véritable nature que réside l'interconnexion, donc l'engagement. Le nous, ce n'est pas la somme de nos différences. Elles sont intéressantes, nos différences. Mais le nous véritable, c'est celui à partir duquel on peut faire une différence dans la vie d'une autre personne. C'est le moment qui permet à une autre personne de dire « je n'avais jamais vu ça comme ça ». À partir du moment où une personne dit « je n'avais jamais vu ça comme ça », sa vie vient de changer. Et dans le monde de l'éducation, c'est ce que vous faites constamment. Permettre à des êtres humains de découvrir leur véritable nature, de pouvoir loger à l'intérieur d'eux ou d'elles devant des questions qui comptent et de pouvoir dire un jour ou l'autre, je n'avais jamais vu ça comme ça. Donc, d'être relié. Alors, c'est le message que j'avais à vous passer et j'ai le goût de terminer en vous répétant cette phrase magnifique. Le grand défi que la modernité nous pose, c'est de nous permettre de découvrir ce qui en nous ne vieillit jamais. Merci infiniment pour votre attention.
comment dire? Il y a, il y a des gens comme ça qui, en chinois, on appelle ça tough act to follow. C'est difficile de rajouter, enfin de venir après ça. Donc, on va arrêter ça là. Non, c'est pas. Écoutez, on a encore une légère et rapide synthèse à faire. C'est la fin, la toute fin. Et on veut conclure cet événement, ce congrès, sur un petit résumé qui résume à la fois ce qu'on a discuté ce matin avec les différents panélistes jusqu'à, je l'espère, en tout cas ce que vous venez d'entendre, en incluant les propositions que vous avez faites lorsque vous avez écrit là, sur les papiers durant le petit exercice de ce matin. Donc, on a quelques diapositives qui font donc la synthèse. Il y en a 6 ou 7, je crois. Donc, on va commencer immédiatement avec peut-être un premier lot de choses. D'abord, vous avez tous entendu, vous avez suggéré, certains ont avancé qu'en matière de politique scolaire, il est important de faire certaines choses. D'abord, de faire ressortir la plus importante décision prise lors d'un conseil des commissaires, en faire un communiqué pour les médias régionaux, provoquer des rencontres informelles entre les commissaires, les parents, les enseignants. Ça rentre un peu dans ce que j'appellerais la grande boîte de la communication, de communiquer davantage ce que vous faites, de communiquer évidemment les bons coups. Et qui dit communication dit évidemment un peu la forme autant que le fond, mais réfléchir à votre image, vous positionner, prendre votre place sur Internet, mieux connaître votre public cible, c'était l'ensemble, si j'en ai bien compris d'ailleurs, de ce dont a discuté Luc Dupont dans son atelier cet après-midi. Utiliser les médias traditionnels, les médias sociaux, de manière intelligente, il va sans dire. Soignez vos relations publiques. Oh, j'ai oublié d'avancer. Oui, voilà. Soignez vos relations publiques. Donc, faites, finalement, communiquez, apprenez, je dirais, jusqu'à un certain point, si je résume la chose, apprenez à communiquer, à maîtriser l'art de la communication publique. Puis, pour peut-être aller peut-être dans le même sens que ce que Dr Marquis vient de nous parler, là, faites ça de manière authentique. Soyez présents dans vos milieux. Allez chercher l'appui des directeurs. Ben, OK, d'accord, ça, c'est une autre chose. Là. Allez chercher l'appui du directeur général des élections. Je ne sais pas, peut-être que si chacun d'entre vous preniez la peine d'appeler à la direction ou le directeur général des élections, ça ferait peut-être réagir. Évidemment, les instances le feront et le font déjà, mais peut-être qu'en mettant un peu de pression, ça réglerait certaines choses, ou ça pourrait en tout cas aider à régler certaines choses. Favoriser la participation des élus scolaires aux assemblées générales des parents dans les écoles pour expliquer leur rôle. On a parlé de valoriser la participation des parents, donc de faire ça concrètement là, en donnant une tape sur l'épaule, une tape dans le dos. Merci les parents de participer, on aime ça quand vous êtes là, de leur faire sentir authentiquement là, que vous êtes content qu'ils soient là. J'ai lu un livre un jour qui s'appelait « La meilleure façon de se faire des amis dans la vie ». Ça a été écrit par un gars qui s'appelle Dale Carnegie qui disait, je vous résume le livre au complet, là, la même chose que ce que vient de dire le Dr Marquis essentiellement. Quand vous êtes là et que vous parlez avec quelqu'un, écoutez, c'est la base de la communication. Il dit, il y a un passage dans le livre où il dit « Un jour, j'ai rencontré une dame, je n'ai pas dit un seul mot durant toute l'heure durant laquelle on a soupé ensemble. Et ce que j'en ai entendu le lendemain, c'est qu'elle disait à tout le monde à quel point j'étais donc ben un grand et un bon conversationnaliste. » Donc, de savoir écouter, de savoir s'intéresser réellement et authentiquement à la personne qui est devant soi fait une grosse différence, à commencer évidemment par les parents ainsi que les autres électeurs qui sont les vôtres. Utilisez les médias sociaux pour les rejoindre, créer des liens avec eux. Mais encore une fois, les réseaux sociaux ont ceci de particulier, c'est que ce sont des réseaux sociaux bidirectionnel. Vous pouvez à la fois parler et écouter, tant que possible, encore une fois, très attentivement. Et qui dit communiquer, dit aussi communiquer de manière très claire. Établissez un programme électoral clair qui mise sur les enjeux locaux, donc qui fasse réagir les gens, qui les touchent dans leur cœur, dans leur réalité proche, de proximité, et qui interpelle tous les intervenants. Favoriser la transparence pour susciter la confiance du public, ça a été avancé aussi. C'est une époque où les gens sont cyniques. Plus vous allez être transparent, plus les gens vont avoir confiance en vous, plus ils vont être prêts à vous donner évidemment leur vote et leur confiance. Soyez à l'écoute et connaissez les électeurs tout en valorisant leur participation. Soyez visibles, aidez à développer une pensée citoyenne pour qu'elle devienne une deuxième nature d'engagement.
Encore une fois, ça revient à la pensée de base. Moi, plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte que mes cours de catéchèse en 2e année là, du primaire étaient importants parce que, il me semble que ça règle tout. T'sais, faites pas aux autres ce que vous voulez pas qu'on vous fasse, puis faites aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse essentiellement. Vous voulez être écouté? Bien, écoutez-vous aussi. Soyez authentique, soyez vrai, soyez honnête. Et la dernière, bien, et ça vient pas de moi, là, ça vient de vous en passant. Hein? Je ne fais pas la morale aucunement, là, ça vient de vous. Et la dernière, et non la moindre, bien, ça a été avancé, ça aussi, là. Osez la comparaison internationale et fiez-vous à votre intuition. On est bon. Vous êtes bon. On est bon dans l'éducation au Québec, dans l'éducation publique au Québec, à part de ça. Si ça se trouve, on est parmi les champions du monde. Il ne faut pas avoir peur de le dire, mais pour le dire, et que ce soit crédible quand on le dit, mais ça nous prend des mesures objectives, rationnelles, qui nous permettent de le démontrer, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un journaliste pour vous dire « Ouais, mais qui dit ça? » Mais à part de vous, là, mesurez-vous, comparez-vous objectivement, pas juste à l'Ontario, pas juste au reste du Canada, à la terre entière. Vous allez voir que objectivement, non seulement vous n'êtes pas pire, vous êtes les meilleurs. Ça, c'est le fun pour quelqu'un de faire valoriser ça par la suite dans un journal, dans un téléjournal ou dans un autre média quelconque. Et ça fait du bien au cœur aussi. Et encore une fois, fiez-vous à votre intuition. La première impression est généralement la bonne. Ça, c'est l'ensemble des choses qui sont ressorties des différents travaux du Congrès d'aujourd'hui, des différents ateliers et de l'ensemble des activités qu'on a connues. Ça vient de vous, ça vient des intervenants qui sont montés sur scène et qui ont conduit les ateliers cet après-midi. J'espère que ça vous a plu. Vous avez des cartons, des feuilles d'évaluation qu'on vous demande de remplir et de remettre à la sortie ici lorsque vous allez quitter. On vous avait promis de terminer avant 5 heures. Je vous avais même dit 4h45. À ma montre, il est 4h45. Et c'est fini. Merci à vous. Rentrez bien et soyez prudents lors de vos retours chez vous.